Mes chers compatriotes, je voudrais vous parler encore et une fois de la question ukrainienne et de la guerre qui agite en ce moment l'Est du continent européen entre la Russie d'un côté et l'Ukraine, qui est une guerre en fait par procuration, puisque derrière l'Ukraine, c'est évidemment les pays de l'OTAN qui sont là et qui arment les Ukrainiens. Et je voudrais vous en parler sur un jour qui finalement est assez peu présenté aux Français. C'est le jour financier. C'est combien est-ce que tout ça coûte? Parce que ça coûte des sommes épouvantables de faire la guerre. Non seulement il y a des destructions massives, non seulement ce sont des horreurs avec des morts de part et d'autre. Et là, je ne voudrais pas entrer dans des polémiques, mais on n'a jamais vu de conflit où il y a un côté qui soit le camp totalement du bien et l'autre totalement le camp du mal. Il est évident qu'il y a de part et d'autre certainement des assassinats, comment dirais-je, hâtifs, des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité qui ne disent pas leur nom. Ce sont les horreurs de la guerre traditionnelle. Mais moi, je voudrais vous parler de ce qu'est en fait le coût d'une guerre, le coût financier. Et ça, personne n'en parle et on n'en parle pas aux Français. Et moi, je voudrais dire ici que cette guerre va coûter à la France des sommes inimaginables. Lesquelles ? Premièrement, eh bien, les sanctions qui ont été prises contre la Russie. Ces sanctions qui ont pour effet maintenant, et là on vient d'avoir un 6e paquet de sanctions, ça veut dire que les pays de l'Union européenne s'interdisent d'acheter du gaz et du pétrole à la Russie. C'est une absurdité à tous les égards, aussi bien financier que logistique, écologique, environnemental, etc. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir maintenant que les sources d'approvisionnement, on les trouve ailleurs. Les États-Unis d'Amérique nous proposent de vendre et nous vendent leur gaz naturel liquéfié fait à partir de gaz de schiste qui ravage l'environnement, qui coûte très cher, qui doit traverser l'Atlantique pour venir jusque dans les ports européens. C'est une hérésie. C'est une hérésie parce que, en plus, lorsque ce gaz arrive, il a besoin d'installations totalement différentes des installations qui existent actuellement et qui reçoivent du gaz venu de Russie. Ce n'est pas le même gaz, ce ne sont pas les mêmes compositions. Il faut d'autres installations, il faut d'autres personnels. Il faut donc des installations, du personnel, de la formation. Ce sont des coûts énormes. J'ajoute en plus que ça ne suffira pas et que, en fait, les pays européens vont probablement devoir acheter du gaz et du pétrole russe en fraude qui va passer par d'autres voies détournées, par exemple en circulant via l'Iran, peut-être la Turquie, où ils vont être peut-être mélangés aux Émirats arabes unis avec un autre gaz. Et tout ceci pour arriver avec une autre étiquette où il n'y aura pas marqué Russie, mais en fait, il y aura une grande partie qui viendra de Russie. Ce qui veut dire que les Russes continueront, c'est d'ailleurs ce qu'ils font, à vendre leur gaz, mais à le vendre à d'autres clients, beaucoup plus cher, puisque cette affaire a pour effet de faire monter le prix du gaz. Mais les pays européens vont donc en fait importer en partie le même gaz ou le même pétrole, mais beaucoup plus cher, puisqu'il faudra payer les intermédiaires. Donc c'est une source de dépenses colossale qui s'annonce. Ça, plus l'achat de gaz naturel liquéfié aux États-Unis, plus la rénovation des installations pour recevoir les hydrocarbures russes. Je ne parle que des hydrocarbures, mais il y a d'autres impacts. Par exemple, l'impact en matière de céréales. Lorsque les Européens ont pris les premières sanctions en 2014, après le rattachement de la Crimée à la Russie, eh bien, qu'a fait Vladimir Poutine de façon très intelligente ? Il en a profité pour développer et mettre le paquet sur le développement de l'agriculture en Russie, de telle sorte que les Russes sont devenus désormais un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux de céréales. Au même moment d'ailleurs, comme l'Ukraine est devenue un champ de bataille, on estime que la production ukrainienne, puisque l'Ukraine est un grand producteur notamment de tournesol et d'huile de tournesol, et on estime que 40% de la production ukrainienne va sans doute disparaître au cours de l'année 2022. D'où une augmentation du cours des huiles et des farines et des céréales pour le plus grand profit du principal producteur et exportateur qui sont la Russie.
Donc là aussi, on aide, on apporte en fait à la Russie un soutien supplémentaire financier tout en lui permettant d'avoir un marché qui va se restreindre. Avec d'ailleurs un risque réel d'avoir une disette mondiale. Il faut espérer que la disette, c'est quand les gens n'ont pas assez. La famine, c'est quand ils n'ont plus rien. Il faut espérer que ça ne se traduira pas en famine, notamment dans un certain nombre de pays d'Afrique. Donc là aussi, une augmentation des prix. Personne n'a évalué ce que ça peut être, mais ça sera des sommes tout à fait considérables en matière d'approvisionnement en céréales ou en oléagineux. Ça n'est pas tout. Il faut évidemment, puisque c'est ce qu'on nous impose, il faut, paraît-il, armer l'Ukraine. Or, ceci a un coût. Même si la plupart des pays de l'Union européenne en disent beaucoup plus qu'ils n'en font en réalité, ça a quand même un coût. Il faut donner des armements. Par exemple, la France a pris dans ses propres réserves 6 canons César pour l'envoyer en Ukraine, ce qui est absurde à tous les égards. D'abord parce que c'est pas ça qui va changer le sort de la guerre. Deuxièmement parce que ça coûte de l'argent. Ça nous démunit notre armée. Je crois qu'on en avait une 60aine, donc il y a 10% qui ont été envoyés en Ukraine. Alors dans des conditions, est-ce que ça sera payé, remboursé? Je n'en sais rien du tout. Et puis accessoirement, ça évidemment, aux yeux de Moscou, ça nous classe dans le camp des ennemis, des gens qui prennent officiellement parti contre la Russie, pour un bénéfice qui est absolument nul. Autre conséquence, c'est la fermeture des entreprises, notamment françaises, qui étaient présentes en Russie. J'ai déjà eu l'occasion de le dire. La Russie était devenue un Eldorado pour quelques grands groupes français, notamment en matière de distribution, avec le groupe Auchan, avec Decathlon, Bricorama, qui avaient réussi à s'implanter sur l'immense territoire russe où ils avaient un système de distribution très efficace. Et puis, bien entendu, vous le savez, Renault. L'implantation de Renault en Russie, c'était sa première implantation à l'étranger au monde. Renault avait notamment une usine à Moscou, mais plus encore une usine dans la ville de Togliatti, qui se trouve en allant vers l'Oural, qui était une implantation considérable, où il y avait notamment l'usine de fabrication à la fois de Renault et de Lada. Vous savez que, à la demande, sur la pression des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne, eh bien, Macron a demandé au président de Renault de fermer boutique. Il se trouve que l'État a 15,6% du capital de Renault. Donc Renault est en partie une entreprise nationale appartenant à tous les Français. Eh bien, Macron a demandé de retirer Renault de Russie, ce qui vient d'être fait. Et nous avons donc cédé ces participations qui étaient considérables, qui représentaient une part tout à fait significative de la production de Renault à l'étranger, pour 1 rouble symbolique, c'est-à-dire 1,5 centime d'euro. C'est un véritable scandale. C'est une véritable destruction de nos intérêts les plus fondamentaux. Quant au groupe Auchan, le groupe de la famille Mullier et Decathlon, etc., eux, ils ont essayé de maintenir un petit peu leur présence, mais si j'ai bien compris, ils vont être également obligés de fermer boutique, peut-être en attendant des jours meilleurs. Il se dit que Renault aurait négocié la possibilité de revenir dans quelques années, mais bon, je pense que c'est humain. Lorsque on est avec des relations de travail, des relations de confiance, des relations de collaboration industrielle, des relations d'amitié parfois avec des partenaires russes, lorsque dans une situation de cette nature, d'un seul coup, on leur claque entre les doigts, il est évident qu'il sera très difficile de remonter la pente, d'autant plus qu'on ne nous attend pas. On n'attend pas Renault, on n'attend pas les producteurs français. Même dans de très nombreux domaines, les Russes vont se tourner vers d'autres pays du monde. Ils peuvent très bien se tourner vers des producteurs de voitures chinois, puisque la Chine désormais est l'un des principaux fabricants d'automobiles, ou des producteurs indiens, avec des usines de l'industriel Tata par exemple, ou Hindustan Motors. Donc on ne nous attend pas, et qui va à la chasse perd sa place. Le plus tragique de ces questions, c'est de savoir qu'au même moment où les pays de l'Union européenne refusent et prennent l'engagement de ne plus importer de pétrole ou de gaz de Russie, on sait que les États-Unis, eux, augmentent leurs achats. On sait également que l'Ukraine continue à laisser filer du gaz à travers son gazoduc qui passe à travers son territoire, et il y a encore quelques jours prélevait une dîme très importante pour le passage sur son territoire. En d'autres termes, les pays de l'Union européenne
ont perdu la tête. Ils ne défendent plus leurs intérêts nationaux les plus fondamentaux. Quand je dis ça, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a quelques pays qui défendent leurs intérêts nationaux au sein même de l'Union européenne. Moi, j'en vois deux. C'est la Pologne et la Hongrie. Puisque la Hongrie, vous le savez, dirigée par Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, qui a été réélu triomphalement pour la 4e fois, et pas par l'artifice des médias, puisqu'au contraire, tous les médias euro-atlantistes lui tapent dessus en le traitant plus bactère, eh bien, Viktor Orban, bec et ongle, a tenu à dire qu'il refusait qu'il y ait un embargo sur l'importation d'hydrocarbures venus de Russie, pétrole et gaz, parce que la Hongrie est très liée. Et il a fait calculer le fait que, comme je le disais tout à l'heure, si la Hongrie se passe des hydrocarbures russes, il va falloir refaire tout le système d'approvisionnement, les usines de traitement, etc. Et donc, il a chiffré que ça coûterait 7 milliards à peu près d'euros pour faire ça. Et donc il a dit vous allez me payer. Vous savez qu'au sein de l'Union européenne, sur les grandes décisions, et ça c'est une grande décision, il faut l'unanimité. Il y a donc eu une réunion à Bruxelles, ça a été pour prendre un 6e paquet de sanctions, et M. Orban a joué sa partition en faisant remarquer d'ailleurs que la Commission européenne avait refusé de lui verser une somme de 7 milliards d'euros justement, et qui correspondait à ce qu'il aurait dû recevoir au nom des fonds européens, notamment dans le cadre du processus de relance post-Covid. Et vous savez sans doute que la Commission européenne avait décidé de ne pas lui verser ces 7 milliards d'euros de fonds dits européens, au motif que la Hongrie ne respecterait pas l'état de droit. Il y a eu d'ailleurs des articles de journaux, ici ou là. J'ai fait un tweet là-dessus récemment pour se montrer un article dans le journal belge qui s'appelle La Libre Belgique, où un professeur de droit très sérieux expliquait qu'il fallait arrêter d'être dans le déni et que l'on ne pouvait plus considérer la Hongrie comme une démocratie. Donc du coup, la Commission européenne avait décidé, avec d'ailleurs des propos, des paroles très fermes, des rodomontades, de M. Clément Beaune, notre ministre des Affaires européennes, repris et relayé par M. Macron, qui aime à se donner toujours le rôle du sage, de celui qui distribue comme ça les brevets de démocratie, ce qui est quand même un comble quand on voit le régime de dictature qu'il a installé de façon subreptice en France. Eh bien donc, la Commission européenne n'allait pas donner cet argent à la Hongrie. Sauf que là, comme il semble qu'il y ait des forces irrésistibles qui imposent à l'Union européenne de couper les ponts avec la Russie, y compris dans le domaine des hydrocarbures, eh bien finalement, à Bruxelles, il a donc été décidé de céder au chantage de Viktor Orban, c'est-à-dire donc de lui donner les 7 milliards d'euros qui devaient lui être donnés et qu'on ne voulait plus lui donner pour cause de mauvais traitement de la démocratie. Ça signifie que les valeurs européennes, c'est de la plaisanterie. Ça veut dire que, en fait, la dame Europe est une dame de toute petite vertu, puisque finalement, elle se fait payer 7 milliards d'euros en disant bon, allez, très bien. C'est comme la vente des indulgences sous la Renaissance, qui avait mené à l'apparition du protestantisme, lorsque l'Église catholique sous les Borgia vendait des indulgences et des pardons moyennant finance. Ben voilà, on en est là en définitive. L'Union européenne ne ressort pas grandie de cette affaire. Ce qui ressort en tout cas financé, c'est la Hongrie. Et ceux qui se retrouvent plumés une nouvelle fois, c'est la France notamment, puisque vous le savez, les principaux pays contributeurs nets à l'Union européenne, c'est d'abord l'Allemagne, ensuite la France, ensuite les Pays-Bas. Ce sont ces trois pays qui sont les principaux contributeurs nets. Donc c'est nous qui allons donner de l'argent à la Hongrie pour qu'elle change complètement son système de traitement des hydrocarbures, pour qu'elle se fasse à l'idée de traiter des hydrocarbures qui viendraient de l'autre bout du monde, alors que c'est quand même presque contigu avec la Russie, pas tout à fait. En tout cas, la Hongrie est contiguë avec limitrophe de l'Ukraine. Donc du point de vue de la géopolitique, du point de vue de la géographie, du point de vue de l'économie d'énergie, du point de vue de la défense de l'environnement, du point de vue de la défense des fonds des contribuables européens, etc. De tous les points de vue, ces décisions sont absurdes. Bien entendu, dans la mesure où la Hongrie a obtenu ça,
il est évident que la Pologne en veut autant. Le Premier ministre polonais, M. Morawiecki, a fait savoir que lui a toujours été favorable à l'embargo sur le pétrole et le gaz russe, mais il entendait que l'Union européenne paye également la mise à niveau de ses infrastructures, ce qui va encore rajouter le coût. Ajoutons à ça également les demandes incessantes de Zelensky, le président ukrainien, qui non seulement demande des armes, mais demande également que l'on finance la reconstruction de l'Ukraine après la guerre. Et donc il a évoqué déjà une première facture qui serait de l'ordre de 5 milliards de dollars, c'est pratiquement l'euro, puisque l'euro est à peine supérieur au dollar maintenant, par mois. Ce qui veut dire que si on répartit ça entre les pays de l'OTAN, pas seulement ceux de l'Union européenne, mais les pays de l'OTAN, comme la France paye 7,5% du budget de l'OTAN, ça veut dire qu'en gros, bon an, mal an, les Français devraient donner chaque année à peu près 4 milliards d'euros à l'Ukraine pour qu'elle y construise des infrastructures. Alors, mis bout à bout, si vous voyez tout ceci, vous vous apercevez que c'est un sinistre financier absolument colossal qui est en train de s'abattre sur nous. Et tout ça pourquoi ? Tout ça pourquoi ? Tout ça parce que les États-Unis d'Amérique voulaient installer des bases de l'OTAN en Ukraine pour, lâchons le mot, emmerder la Russie. Il n'y a aucune autre explication. Je suis personnellement assez scandalisé de voir que même des personnes qui sont quand même des gens étant réfléchis, des gens qui connaissent les relations internationales, refusent absolument d'admettre que Vladimir Poutine, qui est intervenu de façon illégale en Ukraine, je suis le premier à le dire, j'ai été le premier à le condamner. Mais il ne l'a pas fait pour le plaisir. Il l'a fait parce que ça succédait à 8 ans pendant lesquels l'OTAN de plus en plus avait avancé ses pions. J'ai vu d'ailleurs que le secrétaire général adjoint de l'OTAN, qui est un monsieur d'origine roumaine, qui est une famille totalement opportuniste, puisque son père, ses parents travaillaient pour Ceausescu. Lui, il s'est mis au service des Américains. Il est d'ailleurs allé travailler à Harvard. Il est passé par l'ENA en France. Et ce monsieur, le secrétaire général adjoint de l'OTAN, a expliqué que l'invasion de l'Ukraine par la Russie, maintenant, libérait l'OTAN de son engagement de ne pas faire mettre des armements et des soldats et des forces militaires à l'est de l'Europe. Mais il se moque de qui ? Ça fait des années, ça fait au moins depuis 2016, qu'il y avait des bases militaires dans toute une série de pays de l'OTAN. On le sait, nous, d'ailleurs, d'autant plus, puisqu'il y a une base qui s'appelle la base de Tarta, qui se trouve en Estonie, à environ 200 kilomètres de Saint-Pétersbourg, où il y a déjà des engins blindés français depuis maintenant plusieurs années. Donc ça, tant que les Français n'auront pas compris qu'il y a une véritable volonté de provoquer la Russie, on ne va pas avancer dans la compréhension de ce sujet. Et ce que je pense, pour ce qui me concerne, vous savez quelle est la position que je développe. C'est une position d'ailleurs qui, mine de rien, fait son chemin, même du côté des États-Unis. On voit que le New York Times commence à faire changer ses éditoriaux. On a vu que le pape François avait lui-même dit qu'il fallait arrêter d'aller embêter la Russie. On n'en a pas trop parlé, ça a été un petit peu caché sous le tapis. On voit qu'un certain nombre de responsables du monde entier, on l'a vu avec Henry Kissinger lui-même lors du dernier sommet de Davos, qui ont dit il faut être raisonnable. L'Ukraine, c'est un pays avec lequel on ne peut pas tout faire, puisque c'est un pays qui est frontalier, non seulement frontalier de la Russie, mais dont toute une partie est partie intégrante de l'histoire russe. Et il est inacceptable, et les Russes l'ont toujours dit et le diront toujours, et vous n'avez pas changé les Russes. Ils ont toujours dit et le diront toujours qu'il est inacceptable pour eux que la Russie ait comme voisin un pays comme l'Ukraine qui soit entièrement membre de l'OTAN. Il n'y a donc pas d'autre solution que d'essayer d'arrêter cette guerre au plus vite pour limiter les frais. Et au plus vite, ça veut dire que l'Ukraine prenne un statut de neutralité, accepte de ne pas entrer dans l'OTAN, de ne pas entrer non plus dans l'Union européenne et accepte aussi des concessions territoriales
qui seront des gages de guerre sur lesquels les Russes ne reviendront pas, parce qu'ils ont fait tuer des milliers de leurs soldats. Ils ne vont pas ensuite, comme ça, dans un processus de paix, céder la Crimée. Ça, de toute façon, ils ne la rendront jamais, puisque c'est fondamental pour leur armée. Alors bien sûr, certains vont dire c'est scandaleux, c'est ci, c'est ça. C'est peut-être scandaleux, mais c'est comme ça. Je voudrais dire d'ailleurs encore deux choses. La première, c'est que la France devrait se battre bec et ongle pour que l'Ukraine n'entre jamais dans l'Union européenne. J'ai vu d'ailleurs que M. Macron, avec beaucoup de perfidie et beaucoup d'hypocrisie, a fait savoir en définitive, ce qui est la vérité pour le coup, c'est que l'Ukraine ne pourra pas de toute façon entrer dans l'Union européenne avant au moins 15 ans. Mais il faut souhaiter qu'elle n'y entre jamais. Pourquoi ? Parce que c'est nous qui, encore une fois, payerions des sommes inimaginables. Il s'agit... Moi, je suis sidéré de voir des responsables politiques qui sont en fait des irresponsables, qui n'expliquent pas aux Français que prendre fait et cause pour l'Ukraine, ça revient à leur dire on va vous siphonner vos biens, votre fortune, dans l'état dans lequel se trouve la France actuellement, avec des services publics qui se désintègrent de tous les côtés, que ce soit à l'hôpital, les services d'urgence, l'école, les gendarmeries et la police, les routes, les ouvrages d'art, etc., etc. Comment est-ce que l'on peut imaginer de se mettre sur le dos un fardeau supplémentaire pour une cause qui, en définitive, n'est pas la nôtre ? Et puis la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais ici tordre le cou à un élément je lis partout. Je vois des gens qui le reprennent à leur compte. J'ai vu Raphaël Glucksmann qui reprend ça à son compte. Raphaël Glucksmann qui est une personnalité qui est tout sauf neutre puisqu'il a travaillé en Géorgie auprès de Mikhail Saakashvili qui a été président de la Géorgie, qui est un escroc notoire, qui d'ailleurs croupit aujourd'hui dans une prison, qui est totalement dans la main des Américains. Donc en fait, quand vous entendez M. Raphaël Glucksmann, vous entendez en fait les États-Unis d'Amérique, de même que lorsque vous entendez le Roumain qui est secrétaire général adjoint de l'OTAN. En fait, ce sont des porte-paroles cachés, secrets, discrets de la machine américaine. Je vois parfois sur certains forums des gens qui disent mais quand même on ne peut pas laisser Vladimir Poutine faire cela, c'est comme ça que ça s'est passé avec Hitler, il faut donner un coup d'arrêt parce que sinon tout le monde va y passer, il va envahir ensuite la Pologne, la Hongrie, etc. Et puis quand il sera arrivé en France, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Alors moi je dis non. 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 Ça, on est en plein fantasme, on est en pleine propagande. Pourquoi je dis ça ? Parce que la comparaison de Poutine avec Hitler, je ne parle même pas des fondements racistes, antisémites d'Adolf Hitler qu'on ne trouve absolument pas du côté russe, mais du simple point de vue géopolitique et historique. Adolf Hitler, dans son accession au pouvoir, avait publié un ouvrage qui s'appelait Mein Kampf et qui expliquait sa pensée géopolitique qui était fondée sur l'idée du Lebensraum, c'est-à-dire de l'espace vital. Il estimait que le peuple allemand était coincé dans une partie au centre de l'Europe qui était trop petite, qui ne lui permettait pas d'avoir notamment les grandes terres agricoles et qu'il était indispensable aux Allemands de se développer notamment vers l'Est et de mettre la main en particulier sur les terres agricoles ukrainiennes. Terres agricoles ukrainiennes d'ailleurs, il y en a des hectares, des centaines d'hectares qui, paraît-il, ont été achetés par Bill Gates, soit dit en passant, à notre époque. Donc, Adolf Hitler avait une pensée expansionniste. Adolf Hitler n'avait d'ailleurs pas une pensée qui consistait à faire de l'ensemble du continent européen une Allemagne. Il avait la volonté de créer un troisième Reich, après le premier Reich des Ottoniens né au Xe siècle vers 915, après le deuxième Reich qui avait été annoncé et créé en 1871 dans la Galerie des Glaces par Guillaume de Hohenzollern avec Bismarck, c'était le troisième Reich. Mais dans ce troisième Reich qui englobait l'Alsace-Moselle et qui s'étendait vers l'Est, le reste des pays européens, notamment la France amputée, l'Italie, etc., faisaient partie d'une nouvelle Europe, das Neues Europa, qui aurait été sous l'autorité naturelle du Reich. C'était ça la vision de Hitler. Mais Hitler donc voulait augmenter sa domination vers l'Est, vers les peuples slaves, considérés comme des Untermenschen, c'est-à-dire des sous-hommes, pour la domination du Reich.
ça n'a absolument aucun rapport avec la Russie. La Russie, à notre époque, c'est un pays qui compte environ 150 millions d'habitants sur le plus grand territoire de tous les États du monde. La Russie est un pays vide d'hommes. La Russie est un pays qui a au contraire besoin de développer l'exploitation. Il y a certainement des richesses extraordinaires, notamment en hydrocarbures, en pétrole, en gaz, en terres rares, en minéraux, etc. En Sibérie, et la Sibérie est absolument immense, qui sont inexploités, notamment faute d'hommes. Donc le problème de la Russie n'est pas d'étendre son territoire. Le problème de Poutine, c'est un problème de sécurité. Il ne veut pas avoir des armes de l'OTAN à ses frontières. De la même façon que Kennedy, en 1962, ne voulait pas qu'il y ait des fusées à Cuba qui menacent directement la Floride. De la même façon qu'aujourd'hui même, si les Russes se prenaient l'idée de mettre des bases militaires le long du Rio Grande, au sud de la frontière américaine, à 200 ou 50 kilomètres des frontières avec l'Arizona, avec le Texas par exemple, eh bien, il est à peu près certain que le président Biden et l'État américain n'accepteraient pas l'installation de ces bases militaires russes aussi près. C'est quand même pas compliqué à comprendre. Donc, Vladimir Poutine n'a jamais mentionné dans aucun de ses discours, dans aucune de ses promesses, jamais l'idée de s'attaquer aux pays membres de l'OTAN. Il a même, au contraire, dit le contraire. Donc, il faut arrêter de prêter à Poutine des pensées qui ne sont pas les siennes et qui ne correspondent pas à ce qu'il souhaite. En fait, ce qui est en train de se passer, c'est que les États-Unis d'Amérique sont en train de parvenir à un objectif stratégique fondamental qui est le découplage du continent ouest européen de l'hinterland russe. Ils ont toujours voulu ça pour dominer l'Europe à leur profit. Et la Russie, qui a toujours essayé d'éviter ça, maintenant, en fait, a fait son travail de deuil. On est en train de vivre quelque chose, une véritable révolution géopolitique qui est extrêmement inquiétante pour nous. C'est que la Russie est en train de se couper de l'Europe occidentale pour vivre sa vocation asiatique. Vous savez, c'est ce qu'avait dit Staline un jour en rencontrant des dirigeants chinois. Il avait dit « Nous aussi, nous sommes des Asiatiques ». C'est la grande destinée du peuple russe et de la Russie. C'est un pays qui est à cheval sur les deux continents et qui emprunte un peu aux traditions des deux continents. Eh bien, la Russie a été toujours travaillée par des forces dites occidentales, occidentalistes, et d'autres qui sont des forces dites slavophiles. Eh bien, là, c'est le camp slavophile qui est en train de l'emporter parce que les États-Unis sont en train de faire une espèce de lobotomie du monde européen en coupant l'Europe occidentale de la Russie. C'est très grave, et c'est beaucoup plus grave finalement pour nous que pour les Russes, puisque la Russie est en train de se rapprocher du monde de demain, des pays les plus développés, ceux qui ont la plus forte croissance, la plus grande dynamique, et qui ont également toutes les ressources en matière humaine, en matière d'hydrocarbures, en matière minérale, en matière de terres rares. Je veux parler notamment de la Chine, je veux parler aussi de l'Inde, de l'Asie du Sud-Est, etc. Et aussi d'une grande partie d'ailleurs du Moyen-Orient, parce qu'on n'a pas suffisamment souligné le fait que les pays du Moyen-Orient, bien sûr l'Iran ou la Syrie, sont désormais extrêmement proches de la Russie, mais on n'a pas suffisamment mesuré la révolution que représente le fait que l'Arabie saoudite, sous la houlette de Mohammed Ben Salman, en fait, refuse de condamner la Russie et prend petit à petit son autonomie des États-Unis d'Amérique pour se rapprocher de la Russie. Tout ceci pour dire donc que le coût suprême de toute cette affaire, au-delà de tous les coups que j'ai égrenés dans cette vidéo, le coup suprême, c'est peut-être d'instaurer un nouveau rideau de fer, un nouveau mur entre la partie occidentale de l'Europe, vouée à décliner sous la houlette des États-Unis d'Amérique, qui sont en plein déclin, comme nous-mêmes sommes en plein déclin, limitée dans un périmètre de pays qui n'ont pas de ressources en hydrocarbures, qui n'ont pas de ressources en métaux, qui n'ont pas de ressources en terres rares, et qui seront donc amenés, s'ils veulent maintenir leur niveau de vie, à faire la guerre à des pays qui sont de plus en plus puissants. Ce qui est en train d'arriver, c'est que nous sommes en train
de choisir le mauvais camp, celui qui sera fauteur de guerre, celui qui s'enfonce dans la dictature et celui qui perdra le XXIe siècle. Je vous suggère à toutes et à tous d'y réfléchir. Il faut absolument, et plus que jamais, que les Français se réveillent et fassent sortir la France de ce carcan qui est en train de la détruire, ce triple carcan de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Vive la République et vive la France.